Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être la première vidéo d'une série de 3 vidéos concernant le mercato de cet été. Donc, cette première vidéo va concerner la défense. Dans un premier temps, on va faire une revue de l'effectif que l'on a actuellement en défense. Alors, c'est pas tout à fait à jour. Je suis parti du principe qu'on était en début de mercato, notamment par rapport à tout l'aspect financier. Parce que dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un mercato, donc comme si on était à la place du directeur sportif. Et il y a un besoin économique qui doit être comblé. Et on va essayer de le combler tout en restant cohérent sportivement. Donc ici, lorsque l'on établit la liste de l'ensemble des joueurs qui composent la défense, donc la défense, ça inclut le gardien, les défenseurs centraux, les latéraux gauche et droit, donc un tableau en 4 colonnes, on se retrouve avec 14 joueurs. Donc on voit directement visuellement qu'on a trop de défenseurs centraux et trop de latéraux droits. Même si Maitland Niles est un couteau suisse, je pense que son poste de prédilection, c'est quand même latéral droit et que c'est à ce poste-là qu'il va jouer la majorité du temps. Donc, au vu de ce tableau-là, il va être nécessaire de réduire cet effectif-là de défenseurs, de joueurs composant la défense en tout cas, de 4 joueurs. C'est-à-dire 4 joueurs qui vont devoir partir sans être remplacés. Donc c'est ce qui va être notifié dans ce tableau-là. Donc les 4 joueurs qui partent sans être remplacés sont en rouge. Donc c'est avec Jake O'Brien. Alors il a été remplacé en avance par Moussa Niakate, mais considérons qu'il est parti sans être remplacé. Donc Jake O'Brien, Sinali Diomandé, Dayan Lovren, Saël Koumbedi. Et j'ai mis en violet ceux dont le départ est souhaitable ou probable ou autre, mais qui doivent être remplacés numériquement. Donc ici, on voit bien qu'on se retrouve, comme indiqué précédemment, avec un effectif de 10 joueurs en défense, qui fait que tous les postes sont doublés. Donc le poste de gardien est doublé, donc avec Lucas Perry et Lopez, ou le remplaçant de Lopez, avec Kalitachar, Niakate, Mamadou Sarr et Adrielson en défense centrale, ce qui fait 4 joueurs pour 2 postes, avec Vinicius Abner et Tagliafico, ou bien son remplaçant en tant que latéral gauche, donc ce qui fait 2 joueurs, et idem en latéral droit, Clinton Mata et Hensley Maitland-Niles, ce qui double le poste. Donc, pourquoi certains départs? Alors, Jacob Ryan, donc, il est parti, c'était la plus grosse valeur marchande euh, de la défense, voire de l'effectif. Diomandé et Lovren parce que tout simplement le coach ne compte plus sur eux. Lovren, vis-à-vis de son âge, je pense qu'il a plus le niveau. Il a eu une dernière blessure. Je pense qu'il a dû vraiment mettre à mal son niveau. Diomandé, moi, qui est un joueur que j'appréciais, c'était pas une foudre de guerre, mais c'était un bon défenseur en tant que troisième défenseur, en tant que défenseur de rotation. Mais il a peut-être fait son temps à l'Olympique Lyonnais. Faut pas oublier qu'il est arrivé, je crois, en 2019 ou 2020, plutôt 2019 si je me trompe pas. Donc ça fait déjà un moment. Il faut que lui aussi pour sa carrière, il change d'air. Il sera jamais défenseur titulaire de l'Olympique Lyonnais, même s'il avait formé une belle paire pendant quelques matchs avec Lovren. Il sera jamais ce défenseur titulaire et plus le coach ne compte pas sur lui. Donc voilà, un départ semble inéluctable et je pense qu'il est un peu il est un peu la cote pardon, auprès de certains clubs. Bon, j'aimais beaucoup moi le joueur et le personnage, mais bon, il y a un moment, voilà, il ne pourra pas aller plus haut à l'Olympique lyonnais. Donc le départ est inéluctable. On a Sel Koumbedi, alors pourquoi un départ pour lui? Parce que il a 2 joueurs devant lui qui sont des joueurs d'expérience, qui sont des joueurs qui sont d'un assez bon niveau, donc il n'aura pas beaucoup de temps de jeu s'il reste là. On pourrait le prêter. Sportivement, moi, je pense que ça aurait été la meilleure solution, mais il y a un besoin économique. Donc, s'il n'y a pas ce besoin économique, évidemment, la meilleure solution, c'est de le prêter. Mais avec le besoin économique que l'on a, voilà, on n'a pas d'autre choix que de le vendre. Ensuite, concernant Lopez, bon, il lui reste une année de contrat, il a un gros salaire, donc un départ est souhaitable, mais on verra que c'est peut-être pas le départ le plus souhaitable forcément. Je t'expliquerai pourquoi. Et on attaque Diafico, donc
Pourquoi un départ? Parce qu'il lui reste également une année de contrat, qu'il a, je pense, une certaine valeur marchande étant donné qu'il a été champion du monde, champion d'Argentine, pardon, champion enfin, de la Copa América, qu'il a de l'expérience, qu'il a un gros salaire. Économiquement, c'est un départ assez souhaitable. Sportivement, peut-être un peu moins, même si, selon son remplaçant, peut-être que sportivement, ça peut également être intéressant. Donc, on va voir un peu plus ici, voilà, les conséquences économiques de l'ensemble de ces départs. Donc, j'ai essayé de classer ces départs par ordre, on va dire, d'importance ou d'intérêt. Donc, le départ le plus souhaitable et important et qui a été conclu, hein, c'est celui de Jake O'Brien, donc qui est parti. Donc j'avais noté entre 15 et 20 millions, parce que du coup j'ai fait cette diapo avant son départ officiel, sachant qu'il y a les bonus à transmettre à certains de ses clubs, son ancien club, je crois, Aston Villa si je ne me trompe pas. Donc la réelle somme perçue par l'OL, c'est entre 15 et 20 millions. Et on économise un salaire de 0,55 millions euh, par, par an, hein, donc 550 000 euros par an. Donc souhaitable, le départ était souhaitable vis-à-vis de l'indemnité de transfert. Par rapport au salaire, bon, on ne fait pas une grosse économie de salaire. Le second départ le plus souhaitable, à mon sens, c'est celui de Lovren. Il ne va pas nous rapporter, hein, je ne pense pas qu'un club payera Lovren, donc on le libérera de son contrat, mais par contre c'est 4,8 millions d'euros de salaire, sachant qu'il ne jouera pas, on sait qu'il ne jouera pas. Donc lui, c'est vraiment un départ très très souhaitable. Euh, le troisième départ, à mon sens, le plus souhaitable est celui de Koumbedi, parce que je pense qu'on peut en tirer une somme entre 8 et 12 millions. Peut-être que je suis optimiste. Là, j'ai vu Le Penant partir pour 2,5 millions, alors que je pensais qu'il partirait peut-être plus pour 6 ou 7 millions. Donc je ne sais pas si on arrivera à tirer cette somme-là pour Saël Koumbedi, mais je pense que c'est quand même un joueur qui a la cote. Donc vis-à-vis de l'indemnité de transfert et de l'objectif des 100 millions qu'on est censé atteindre avant fin août, et au vu de son statut, c'est-à-dire que l'année dernière, il n'a quasiment pas joué sous Pierre Sage, qu'il a deux joueurs devant lui dans la hiérarchie. Voilà, je pense que pour lui et pour le club, un départ est souhaitable. Euh, le mieux, si on n'avait pas cet impératif économique, comme je l'avais dit, c'était un prêt, mais bon, on peut pas tout avoir. Au niveau du salaire, on ne fait pas une grosse économie, donc c'est voilà, 480 000 par an. Mais l'indemnité de transfert, c'est un peu comme O'Brien, elle est assez intéressante. Le départ ensuite après Koumbedi, je mettrai Tagliafico. Alors ce qui est intéressant avec Tagliafico, c'est qu'il peut nous rapporter entre 8 et 12 millions de transferts, je pense, de ce que... Enfin, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est le prix auquel il peut partir. Plus il a un gros salaire de 4,55 millions, donc on a une indemnité de transfert, plus on économise un gros salaire. L'inconvénient, c'est que derrière, on doit trouver un remplaçant. On pourrait trouver un joueur libre, mais si on veut également un bon latéral gauche, alors toute la question, ça va être, est-ce que ça va être un remplaçant de Abner Vinicius ou est-ce que ça va être un titulaire? Et ça va déterminer le prix de ce joueur qu'on prendrait pour remplacer Tagliafico. Plus on rajoute derrière son salaire qui sera sûrement entre 1 et 2 millions ou 2,5 si c'est un bon joueur. Voilà, c'est un départ intéressant, mais pas si intéressant que ça, dans le sens où il faut le remplacer, dans le sens où ça reste une valeur fiable de l'effectif. Si on le remplace, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc c'est pour ça que je le mets, voilà, c'est le quatrième départ, on va dire, le plus intéressant dans la défense. Là encore, si on n'avait pas cet impératif économique, peut-être... en fait, tout va dépendre du remplaçant de Tagliafico. Je pense que sportivement, ce qui était intéressant avec Tagliafico, c'est que c'est un battant. Alors c'est un peu cliché, oui, il mouille le maillot, etc. Mais lui, pour le coup, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à aller au duel. Le football, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Techniquement, il est propre. C'est quelqu'un qui sait faire un contrôle, qui sait faire une passe. Alors c'est pas un joueur qui va vite. C'est pas un joueur qui sait trop déborder, qui sait dribbler. Donc c'est vrai qu'il a ses limites, mais moi je pense que c'est un joueur intéressant sur certains aspects. À l'occasion, je pourrais éventuellement faire une vidéo pour détailler moi comment je pense qu'il est le mieux d'utiliser ce joueur-là, si jamais il reste à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, je mets Diomandé. Pourquoi Diomandé je le mets aussi loin en termes de souhaitabilité, on va dire, de souhait de départ?
c'est qu'il n'a pas un gros salaire, c'est que on va pas en tirer grand-chose de 2 à 5 millions. Et je veux dire, bon, s'il reste, ça pose pas grand problème, quoi. Si jamais on décide de passer sur une défense à 3, bah, numériquement, ça peut être intéressant de l'avoir. Donc, c'est pas le départ le plus prioritaire à mon sens. Et le dernier départ, le départ le moins prioritaire à mon sens, c'est celui de Lopez. Alors étonnamment, on se dit bah, pourquoi ce serait le moins prioritaire. Il a quand même un gros salaire, oui. Le souci, c'est que là, c'est plus sur l'aspect économique, c'est qu'effectivement, on économise 4,20 millions en termes de salaire. Mais derrière, on doit recruter un gardien plus payer son salaire. Et je pense que si on recrute un gardien plus qu'on paye son salaire, on se retrouve à peu près avec le salaire qu'on aurait payé à Lopez, aller à 1 million, 1,5 million près. On se retrouve avec le salaire qu'on aurait payé à Lopez si on l'avait conservé. Le seul bémol, si on conserve Lopez, ça va vraiment être le côté, comment dire, l'ambiance au niveau des gardiens. Où là, j'ai un peu un doute. J'ai un peu un doute. Est-ce qu'il va accepter ce rôle de second gardien? Donc, ce qui nous fait, si on arrive à accomplir ces ventes-là, un total de ventes entre 32 et 44 millions. Donc, on va dire un peu plus d'un tiers de l'objectif des 100 millions. Derrière, il faudra quand même probablement acheter entre 0 et 15 millions avec le latéral gauche et le gardien remplaçant. En économie de salaire, c'est là où c'est le plus intéressant. On économise 15 millions de salaire pour derrière avoir entre 2 et 3 millions de salaire avec les recrues qu'on va faire. Donc une économie globale quand même de presque 12-11 millions de salaire, donc c'est pas négligeable. Donc au total, les ventes, si on regarde juste l'objectif fixé auprès de la DNCG, on serait sur une moyenne de 38 millions d'euros de ventes si on arrive à faire l'ensemble de ces ventes. Presque la moitié quand même. Une économie de salaire de 13,49 en moyenne. Total opération, donc total opération c'est les ventes moins les joueurs qu'on achète, on serait à plus 48 millions. Voilà à peu près, si tout se passe un peu comme ce qui a été décrit, ce qu'on pourrait tirer de tout ça. Ayant déjà préparé les vidéos pour le milieu de terrain et l'attaque, je peux déjà vous dire que c'est la défense qui nous rapporterait le plus en termes de... Si je ne me trompe pas, il faudra que je revérifie, mais c'est la défense qui nous rapporterait le plus économiquement. C'est là où on a le plus de valeur marchande et le plus d'économies à faire. Voilà. Donc, comment ça se présenterait au niveau de l'effectif? Donc, en défense, on aurait... Alors, quand je mets en bleu, c'est que c'est titulaire indiscutable. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de débat, titulaire indiscutable. Quand je mets en noir, c'est que je pense qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable et que ça va tourner, notamment soit vis-à-vis de l'adversaire et des profils qui sont à ce poste-là, soit par rapport au côté fraîcheur physique. Donc Perry, gardien, titulaire indiscutable, il n'y a aucun débat. Dans l'axe, donc une charnière centrale, il faut qu'elle ait de la stabilité et des automatismes, donc on est obligé d'avoir des titulaires indiscutables. Et là, il n'y a pas de débat, c'est Niakate et Kaletachar qui seront titulaires indiscutables dans l'axe et qui seront suppléés par Mamadou Sarr et Adrielson. De toute manière, avec le nombre de matchs qu'on aura, je pense que tout le monde aura un temps de jeu assez satisfaisant, que ce soit par des entrées en fin de match ou pour faire tourner en tant que titulaire sur certains matchs un peu plus abordables. Donc en latéral droit, donc en noir, donc Mata et Hensley Maitland-Niles. Donc je pense que Mata a quand même une longueur d'avance, mais que ça va quand même pas mal tourner. Je pense qu'on sera sur du 60-40 en termes de pourcentage de titularisation. Pareil à gauche, Abner et la recrue, c'est si on vend Tagliafico. Mais si on ne le vend pas, je pense que c'est pareil. Je pense qu'on sera sur du 60-40 en termes de titularisation. Ce qui est assez intéressant, alors que ce soit si on garde Tagliafico ou si on recrute quelqu'un, et je pense que si on recrute quelqu'un, ce ne sera pas forcément titulaire. Donc on a Mata qui a un profil plus défensif et Maitland-Niles un profil plus offensif. Et pareil à gauche, on a Abner qui a un profil plus offensif et Tagliafico ou son remplaçant qui ont un profil plus défensif. Donc ça permet de bien modeler ça par rapport à l'adversaire pour trouver un bon équilibre. Ou si on veut parfois stabiliser la défense, mettre deux joueurs plus fiables défensivement. Ou si on veut être plus offensif, mettre deux joueurs plus impactants offensivement.
Alors, ça ne veut pas dire que Mata et Tagliafico sont pas bons offensivement. Moi, d'ailleurs, je trouve qu'ils ont des qualités offensives. Seulement, il y a des qualités, on va dire, de percussion qu'ils n'ont pas qui fait que ça les rend limités. Mais Tagliafico, par exemple, il a des qualités offensives un peu sous-cotées, c'est-à-dire que je trouve qu'il a ce côté un peu renard des surfaces et que quand on le laisse, en fait, que ce soit Mata ou Tagliafico, ils sont bons défensivement, ils sont bons offensivement, par contre, ils ne savent pas faire les deux en même temps. Donc c'est soit ils se concentrent sur l'aspect défensif, soit ils se concentrent sur l'aspect offensif. Mais si on leur demande de faire les deux en même temps, ça devient compliqué, les allers-retours et l'explosivité, etc. Voilà à peu près pour cette vidéo concernant la défense. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et il y aura une deuxième partie concernant le milieu de terrain et une troisième partie concernant l'attaque. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.